jusqu'à ce que l'Occident progressiste décrète que des minorités gays, féministes ou multiraciales sont opprimées en Chine et et qu'elle mandate ses armées pour intervenir. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions, ouais? Depuis 1949, l'Occident capitaliste est muni d'un bras armé, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Militairement inactive durant la guerre froide, cette organisation défensive est devenue offensive au début des années 90, ce qui constitue un paradoxe puisque sa raison d'être était officiellement l'opposition et la résistance à l'hydre communiste, l'URSS. Oui, mais voilà, le monde libre avait manifestement besoin de faire la guerre pour survivre. Yougoslavie, Afghanistan, Irak, Somalie, Libye. Des pays entiers seront détruits au nom des droits de l'homme et de l'humanitarisme et au mépris de l'ONU et du droit international. Depuis 2012 et le début du troisième mandat de Vladimir Poutine à la tête de la Russie, la donne géopolitique semble avoir changé et l'OTAN paraît perdre en impunité et en puissance, à tel point que le président jupitérien Emmanuel Macron a déclaré fin novembre 2019 que l'organisation était en état de mort cérébrale. Alors, l'OTAN est-elle en train de connaître sa fin non programmée? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce 13e numéro d'Only Hebdo, et c'est parti. L'OTAN est-il en état de mort cérébrale? Ici à Londres. Face à Donald Trump, qui le critiquait quelques heures plus tôt, Emmanuel Macron persiste. Je sais que ma déclaration a créé des réactions. Elle a un peu secoué. Mais je m'y tiens. On ne peut pas simplement dire qu'il faut investir de l'argent et engager des soldats, sans préciser clairement les principes fondamentaux de ce que doit être l'OTAN. Le président français déplore le manque de coordination entre les États-Unis et l'Europe et le comportement unilatéral de la Turquie en Syrie. Je suis désolé, mais nous n'avons pas la même définition du terrorisme autour de la table. Regardez la Turquie. Ils se battent contre ceux-là même qui se sont battus avec nous. Donald Trump vise lui une nouvelle fois ses alliés sur le plan financier. Il les appelle à contribuer davantage à l'Alliance. Il y a des pays qui ne respectent pas leur engagement et ces pays doivent être sanctionnés. Peut-être que je le ferai sur le plan commercial ou par un autre moyen. Parmi les grands enjeux du sommet, les relations avec la Russie et son système de défense antimissiles convoité par Ankara. Des points de tension qui risquent de ruiner l'unité de l'Alliance, 70 ans après sa création. Début décembre 2019, les dirigeants des pays membres de l'OTAN se sont réunis près de Londres pour le 70e anniversaire de l'Alliance politico-militaire occidentale, aussi appelée OTAN. Mais l'ambiance était loin d'être festive. Entre Trump, Macron, Erdogan et Merkel, le torchon semble brûler et la cérémonie prend des atours de funérailles. Alors, monsieur Corias, je vous adresse une question vraiment très très simple, en apparence. L'OTAN, d'après vous, est-elle sur le point d'imploser? Et puis surtout, pour quelles raisons? Je vais un peu décevoir les lecteurs qui pensent que l'OTAN va disparaître sous l'influence de l'axe Trump-Macron, qui est un axe un peu insolite. C'est d'abord que l'OTAN, qui a 70 ans aujourd'hui, avait 12 pays, je crois une douzaine de pays au départ, et à peu près 60 ans plus tard, on avait presque 30, hein, un peu comme l'Union européenne, et en gérant à peu près 1 milliard d'habitants. Et donc, l'OTAN, si aujourd'hui il y a des problèmes internes, ou je dirais des incompatibilités d'humeur, l'OTAN s'est renforcée en réalité, et puisque, comme vous l'avez dit, elle est passée d'une stratégie défensive à une stratégie offensive. Et surtout, elle était militaire au départ, et le pouvoir militaire donnant le pouvoir politique, elle est devenue une ingérence mondiale quasiment sans limite au niveau politico-militaire. Donc, et effectivement, il y a un changement avec Trump qui, lui, théoriquement, hein, c'est ça le début de la brouille, veut faire payer plus les grands pays de l'intégration, hein, c'est-à-dire l'Allemagne, la France, l'Angleterre, et bon, les pays de l'Est ont moins d'argent, mais ils participent parce qu'eux, ils sont défendus à 100% par les Américains. Évidemment,
depuis que le rideau de fer est tombé, ils se sont rués sous la couverture américaine plutôt qu'européenne, mais l'Europe n'a pas de défense. Et c'est ça qui est contradictoire, c'est que l'Union européenne ou l'Europe n'a pas sa propre défense, et elle est assurée par l'OTAN, et dont le commandement est aux États-Unis, en Virginie, je crois. Donc, il y a une redistribution des cartes en interne pour des raisons théoriquement matérielles, parce qu'il y a des pays qui renaclent consacrer, je crois, 2% de leurs dépenses à l'OTAN, c'est-à-dire à la mainmise des États-Unis sur l'Europe, surtout, c'est ce qui est le principal pour eux. Donc, ça a donné lieu à des renégociations et surtout à des changements d'axe en interne. On a vu, évidemment, Macron, à 2 ou 3 reprises, tendre la main vers Poutine, et ce qui rend caduque l'objet premier de l'OTAN, qui est la défense, comme vous l'avez dit, contre le panslavisme, ou disons l'extension de l'Union soviétique. Alors, il n'y a plus d'Union soviétique aujourd'hui, on parle de Russie, mais pour les Américains, c'est à peu près pareil. Or, en regardant à nouveau vers Moscou, Paris se retrouve à non pas neutraliser, mais en tout cas affaiblir la réalité et surtout l'objet de l'OTAN. Est-ce que ça peut donner quelque chose? Est-ce qu'il y aura un jour une intégration, par exemple, Paris, Berlin, Moscou en termes militaires? On n'y est pas encore. Là, ça voudrait dire que l'OTAN est affaiblie, voire neutralisée ou pulvérisée. Je ne pense pas qu'on en soit encore là, mais Macron joue aujourd'hui plutôt habilement un équilibre des forces, comme De Gaulle le faisait il y a un demi-siècle, entre les deux grands. On a toujours la Russie et les États-Unis qui sont au top militaire mondial, mais maintenant la Chine commence à arriver et tout est en train de bouger. Donc je ne dirais pas qu'il y a un affaiblissement, voire un effacement de l'OTAN, mais en tous les cas, c'est en train de changer complètement. Là, pour le coup, pour faire de la proximospective avec ça, ça va être très difficile. Alors, vous avez mis le doigt sur un sujet, sur un point essentiel de notre thématique du jour, c'est la question européenne, la question de la défense européenne, qui est vraiment au cœur, encore une fois, de cette problématique, puisque qu'est-ce que c'est que l'OTAN? C'est quand même le masque de la colonisation militaire américaine sur l'Europe. C'est ça? Absolument, absolument. Avec des têtes nucléaires dirigées contre l'Union soviétique puis la Russie, avec la prise en main des défenses de plusieurs pays. On a vu que la Pologne, au lieu d'acheter des avions franco-anglais, elle a acheté des avions américains. Donc voilà, leur but, c'est non seulement de prendre la défense, c'est sans jeu de mots, de la plupart des pays européens, mais en plus de leur vendre de l'armement. Parce que derrière l'OTAN, c'est on va tout mettre sous les standards américains. Donc il y a encore une idée, une arrière-pensée de marché. En Europe, il faut le redire, il y a quand même beaucoup de bases militaires otanesques et sous commandement américain, notamment en Italie. L'Italie est une place forte de ces bases. Qu'est-ce que c'est que l'OTAN? C'est aussi ce sont des bases militaires, mais c'est aussi un commandement nucléaire. Parce que c'est quand même une gestion de l'arme nucléaire réservée à certaines directives. Et on en parle un peu moins officiellement, mais l'OTAN, c'est aussi un réseau de services secrets, les réseaux Gladio, ce qu'on appelle le Stay Behind, qui ont a priori, on va pas s'avancer, commis de nombreuses opérations sur le terrain européen depuis les années 70. Des opérations de chaos en Italie, on a vu éventuellement avec la gare de Bologne qui avait explosé avec plus de 80 morts. Après, il n'est pas prouvé que ce sont les réseaux Gladio ou Stay Behind, mais cui bono, à qui profite le crime? C'était souvent, justement, quand il y avait une trop grosse pression de la vraie gauche ou de la gauche sociale dans un pays, soudain on voyait que ça commençait à péter. On accusait l'extrême droite, alors elle pouvait être liée à l'Alliance Atlantique, mais vous avez raison, il y a non seulement une présence militaire, mais une présence du renseignement. Et on pourrait même parler d'un doublement des réseaux, ou alors d'un croisement ou d'interférence entre les réseaux de renseignement, par exemple de la CIA et de l'OTAN, puisque c'est pas qu'il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre les deux, mais l'OTAN a presque sa propre autonomie, son propre centre de décision. Et
on ne peut pas parler d'un gouvernement militaire mondial, mais c'est tout comme, c'est pas loin. C'est ce qui avait poussé le général de Gaulle, en 1966, à retirer la France de l'OTAN, le général de Gaulle avait refusé que l'armée française soit commandée, puisque c'est ça, soit commandée par les États-Unis. Mais dans les années 90, avec le Kosovo, la Yougoslavie, le Kosovo, puis après, début 2000, l'Afghanistan, la France a quand même participé aux opérations de l'OTAN, même si, et elle en était même un contributeur, même si elle n'en faisait pas officiellement partie. Et l'ACME, tout le monde la connaît, c'est 2008, Nicolas Sarkozy qui confirme le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Dans la grande famille occidentale, selon ses propres mots. En fait, il a fait que confirmer ce qui était déjà en place depuis quelque temps, même si la France a gardé symboliquement une indépendance nucléaire, je crois. Toujours préserver un petit peu son précaré, quoi. Oui, la stratégie nucléaire française lui permet, au même titre que l'Angleterre, d'être indépendante pour sa défense et de pouvoir, si elle le veut, sortir de l'Alliance Atlantique. Elle y est revenue avec Sarkozy, qui est quasiment pro-américain à 100%, c'était pas étonnant, mais ça faisait qu'entériner des choses qui étaient là depuis longtemps, et même les socialistes, même avec Mitterrand. Mitterrand a toujours travaillé main dans la main avec le père Bush. Ils s'entendaient comme la roue en foire d'ailleurs, et après il fallait donner l'illusion à l'opinion publique d'être des pays souverains et que la France tenait encore à sa défense. Alors la France peut, avec ses sous-marins nucléaires et ses missiles nucléaires, enrayer une invasion. Mais le danger soviétique a disparu aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus d'Union soviétique, et d'ailleurs dans son discours en 1966, De Gaulle, je crois, a dit que l'intégration de la France dans l'OTAN n'avait plus d'objet, puisque les nouveaux missiles intercontinentaux soviétiques pouvaient frapper les États-Unis. Donc l'Europe ne devait plus être le terrain un terrain éventuel, un théâtre d'opération. C'est pour ça que l'OTAN a renforcé ensuite sa présence en armée conventionnelle. Il n'y avait plus qu'une histoire de tête nucléaire. Donc ça veut dire que l'objet était encore de contenir une éventuelle invasion de l'Union soviétique en Europe avec des armes traditionnelles. Et oui, puis à partir des années 90, l'OTAN s'est trouvé un nouvel ennemi, c'était quand même le terrorisme, et l'OTAN s'est proclamé, via Bill Clinton, Madeleine Albright et Tony Blair notamment, s'est proclamé défenseur des persécutés. Et c'est le début des guerres d'ingérence humanitaire. C'est la guerre pour les droits de l'homme, il y a une nouvelle morale qui prévaut, la morale occidentale qui prévaut sur le droit international à partir de ce moment-là. Et on rentre effectivement dans ces espèces de concepts finalement réactionnaires de guerre juste, de guerre pour le bien, de guerre sainte, quasiment. Oui, il n'y a plus de menaces extérieures, ce sont des menaces intérieures, par exemple sur des communautés. Une communauté qui serait persécutée dans un pays, qui est pourtant souverain, soudain donne le droit à l'Alliance Atlantique de frapper et de bombarder. On l'a vu en Libye, avec une guerre civile entre deux tendances, et au mépris des lois internationales, au mépris de l'ONU, et surtout, ce qui veut dire que quand même l'OTAN se situe très haut, du Conseil de sécurité, dont on pourrait penser qu'il est l'arbitre des relations internationales. Eh bien pas du tout. L'OTAN s'assoit sur les décisions du Conseil de sécurité comme sur les cris d'orfraie de l'ONU. Ah oui. Oui, parce que petit à petit, l'OTAN a relégué l'ONU à une sorte elle a soumis l'administration de l'ONU, et elle a relégué l'ONU à une force de maintien de la paix, quoi, et rien d'autre. Absolument. Et c'est devenu, l'OTAN, de système défensif, est devenu le système le plus agressif qui soit, au bénéfice des intérêts américains. Et donc la déstabilisation peut avoir lieu partout. Il suffit qu'une communauté soit persécutée. On l'a vu aujourd'hui avec les changements un peu l'utilisation et l'exploitation des droits de l'homme, qu'il suffit que par exemple un pays ne soit pas considéré comme démocratique ou suffisamment démocratique pour que les bombes pleuvent un jour ou l'autre. Ça a été fait, ça a été essayé. En Serbie, le Kosovo a changé de main, la Libye a été bombardée, l'Irak a été pulvérisé, et il est tout à fait possible que ça se passe en Iran avec toujours ce concept de révolution orange, c'est-à-dire de manipulation interne de certaines forces dans un pays, par exemple les étudiants, selon des programmes déjà définis. On les a vus à l'œuvre aussi en Tunisie, ailleurs, même s'il y a des réalités sociales et des déséquilibres sociaux, mais en tout cas, ils jouent dessus. Et donc c'est là qu'intervient le renseignement de l'OTAN,
qui sait mettre de l'huile sur le feu et provoquer des débuts de révolution interne, c'est-à-dire un chaos dans un pays, pour ensuite éventuellement intervenir si la communauté en pointe de la démocratie est trop persécutée par le pouvoir central. Tout ça a été acté, tout ça a été vérifié depuis un bon demi-siècle. Donc là, on est complètement sorti d'une menace soviétique ou même russe. On est vraiment dans un labourage mondial des pays qui ne seraient pas conformes à ce fameux état de droit ou aux droits de l'homme qui ont été vantés par les dirigeants de l'OTAN, et ce dont parle bien Lucien Cerise d'ailleurs dans le topo qu'il a fait, je crois, en Moldavie. Oui, parce que lui, il parle effectivement de dictature des minorités, hein. C'est-à-dire que l'OTAN impose finalement, soi-disant défend, et le fait au nom justement des minorités progressistes internes à chaque pays qu'il faut évidemment sauver. Donc si demain la Chine opprime soi-disant sa communauté LGBT, l'OTAN aura toute légitimité à intervenir. D'ailleurs, on va y revenir sur la Chine. Mais nous sommes quand même dans une période de transition et d'incertitude quant à la légitimité et à l'existence même de l'organisation, puisqu'on a quand même l'impression, si on se fie au dernier sommet, et même plus profondément, que plus personne ne pilote l'OTAN, puisque depuis que Trump, lui, a déclaré aussi qu'il relâchait un petit peu la pression impérialiste, est-ce que l'OTAN a encore du sens? Voilà. Est-ce que l'OTAN a encore du sens sans une direction américaine impérialiste? Ça, c'est la question du moment. Ouais, alors justement, en ce sens, l'exemple turc est intéressant parce que Erdogan a brisé un tabou. Erdogan, après avoir joué un peu avec Poutine et les Russes contre Poutine en Syrie, on l'a vu avec l'avion russe abattu, etc., qui a donné lieu à une forte réprobation russe, voire plus. Erdogan s'est finalement rapproché de Poutine. Or, la situation de la Turquie dans l'espace européen, même s'il y a une partie en Asie mineure, donc au sud de la Russie, avec des centres d'écoute américains, des têtes nucléaires éventuellement, voudrait que la Turquie soit le poste avancé, un peu comme la Grèce, mais c'est un autre sujet, de l'OTAN, dans la ceinture autour de la Russie. Or, ce qu'a fait Erdogan en trouvant des arrangements avec les Iraniens et les Russes à Astana, et ensuite en attaquant une petite bande au nord de la Syrie, toujours avec l'assentiment russe, c'est quelque chose qui ne s'était jamais vu, et surtout en commandant des S-400, le système de défense russe qui réduit presque à néant les systèmes d'attaque américains. Et donc on a là quelque chose qui est de l'ordre du changement, toujours sous la pression du nouvel ordre mondial multipolaire que les Américains ont du mal à dominer. C'est peut-être pour ça que Trump a pris les devants en disant, ce qu'il avait dit il y a 2 ans, je crois, que l'OTAN était obsolète, etc. Donc il fait ça toujours, il balance des mots forts et ensuite il revient en arrière. C'est sa technique de commercial. Mais il y a une réalité, c'est que l'OTAN effectivement perd peut-être pas de sa puissance, mais de son unité. Et tout le monde n'est plus derrière les Américains à tenir la robe de mariée, comme les Anglais et les Allemands, qui sont les 2 plus apprêtés, les 2 plus soumis à l'ordre américain. La France vient en 4e dans l'OTAN, elle essaye d'avoir une petite politique originale et indépendante, mais c'est très compliqué. Et on le voit même en Afrique aujourd'hui, elle est toute seule pour se battre dans le Sahel. Les Américains ne viennent pas l'aider, même s'ils lui fournissent quelques avions de surveillance. Voilà. Donc oui, il y a un affaiblissement ou peut-être un problème de commandement ou d'unicité de commandement. Ça c'est sûr, parce que tout le monde ne va pas tirer dans la même direction. Ah oui, il y a une grosse dissonance, parce que si on s'intéresse effectivement à la Syrie, l'Allemagne et la France ont plébiscité une intervention de l'OTAN en Syrie contre les forces syriennes et les forces turques, mais jusqu'à preuve du contraire, la Turquie est membre de l'OTAN, et en plus, la Turquie est soutenue par la Russie, mais aussi avec un assentiment implicite, plus ou moins implicite, des États-Unis. Et là, c'est vrai c'est un grand bordel, quoi. Donc on ne sait plus vraiment qui dirige l'avion, qui pilote l'avion OTAN et qui va piloter l'avion OTAN dans les années à venir, puisqu'on a l'impression que les Allemands, par exemple, et les Français ont 2 conceptions différentes.
Mais se pose aussi, et là on revient à la question de tout à l'heure, la question de la défense européenne, la question de l'Union européenne. Car dans un monde où l'Union européenne est décatie et peut-être en phase de déstructuration, l'OTAN aura-t-il le même sens pour les pays phares européens dans cette nouvelle configuration ? Eh bien justement, c'est pour ça qu'on parle de tractations plus ou moins secrètes, parce que c'est sorti dans la presse, entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne ne faisant plus trop confiance à l'Amérique pour sa propre protection, puisqu'on sait que Trump et l'Amérique regardent aujourd'hui plus vers la Chine que vers l'Europe. L'Europe, c'est un grand marché, c'est tout, mais en fait, le risque de guerre a tellement baissé que ça n'intéresse plus tellement l'OTAN. L'OTAN a les yeux rivés vers l'Afrique. Il y a l'Africom, mais c'est pas l'OTAN, mais en fait c'est tout comme. L'Africom, ce sont toutes ces bases militaires qui commencent à essaimer un peu partout dans le Sahel. Et donc l'Amérique regarde vers la Chine. Du coup, l'Europe est obligée, ou se sent obligée de gérer sa propre défense. Et les deux seuls pays donc, qui tiennent l'arme nucléaire, l'Angleterre et la France, l'un n'est plus en Europe, ou ne sera plus bientôt à partir de janvier 2020, et la France se retrouve toute seule, et l'Allemagne, elle, voudrait être protégée. Et c'est pour ça que l'Allemagne a proposé de payer une partie des recherches nucléaires, donc militaires, françaises, pour être sous le chapeau nucléaire français. Donc il y aurait une espèce d'union franco-allemande avec un parapluie nucléaire commun, et on retrouverait là le couple qui a été un peu à l'origine de la création de l'Union européenne, qui s'appelait avant la Communauté européenne. Et la défense, là, serait commune, mais ne pourrait pas englober la défense des autres pays, c'est-à-dire les pays de l'Est qui ont rejoint à partir des années 2000 la communauté européenne, l'Union européenne, et puis les pays qui, comme l'Italie, sont complètement sous couverture américaine. Mais les choses peuvent changer. Mais ça, c'est le traité d'Aix-la-Chapelle, qui est cet accord conclu effectivement entre la France et l'Allemagne, qui est un traité finalement de défense, mais qui fait référence à une conception de l'Union européenne réformée, qui tient plus à une conception allemande qu'à une conception française, puisque l'Allemagne, comme vous l'avez dit, a besoin d'une protection nucléaire, a besoin du parapluie nucléaire, donc pourrait vouloir conserver les infrastructures européennes et les infrastructures otanesques, mais dans une vision réformée, alors que la France, elle, n'a pas forcément vocation, la France macronienne n'a pas forcément vocation ou envie de réformer les institutions européennes pour les transformer en une union politico-militaire, alors que la vision macronienne des choses, c'est quand même de conserver l'Union européenne en tant que superstructure de la finance globale. Ouais, et puis je rajoute une chose aussi sur ce traité d'Aix-la-Chapelle, qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est que l'Allemagne partagerait le siège au Conseil de sécurité de la France, qui est très important, et auquel elle n'a pas droit, évidemment, suite à la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a des deals qui se font en douce, et la désintégration de l'Union européenne, puisqu'on a du mal à faire tenir ces 27 ou 28 pays ensemble aujourd'hui, ils n'ont pas les mêmes besoins, pas les mêmes niveaux sociaux, ni besoins de défense, etc. L'Allemagne et la France sont en train d'établir éventuellement des nouveaux ponts. Mais économiquement, l'Union européenne est toujours au service de l'Allemagne, évidemment, on l'a vu. En tous les cas, pour ce qui est de la défense, ça fait quasiment même 40 ou 50 ans qu'on parle d'une défense européenne. Il y a eu plein de sigles qui sont nés à ce propos, mais qui n'ont jamais rien donné, parce que de toute façon, l'OTAN ne l'a jamais permis, et ne le permettra pas, tant que l'OTAN sera évidemment vivace en Europe. Mais il se peut que, c'est pour ça que vous parliez d'affaiblissement ou de disparition de l'OTAN, que l'OTAN disparaisse en partie de l'Europe pour aller sur d'autres terrains de guerre futures. Et c'est ce qui se passe en réalité, même si la pression est toujours évidente autour de la Russie, je le répète, avec l'Afrique, et puis aujourd'hui avec le continent chinois, j'ose ce barbarisme, mais c'est le cas, avec la CIA, dont on sait qu'ils sont en train de chauffer les Ouïghours contre le pouvoir central de Pékin. Oui, parce que effectivement, si on s'intéresse à ce qui s'est réellement dit et ce qui a été réellement acté lors du 70e sommet, du 70e anniversaire de l'OTAN, il a été quand même fortement, plus que suggéré, et puis il a été encore une fois acté, une sorte de métamorphose, une sorte de transformation de l'OTAN
l'OTAN, un élargissement de l'OTAN vers une alliance qui serait plus uniquement atlantique, mais qui tendrait vers le Pacifique et qui tend notamment vers un déploiement militaire autour de la Chine. C'est vrai que et ce qui correspond quand même à un projet plus ancien et très géopolitique de la puissance américaine profonde, on va dire. Oui, et d'ailleurs, si on a du mal à lire la stratégie américaine, la stratégie otanesque ou la stratégie du Pentagone, c'est parce qu'il y a plusieurs entités. On voit bien que Trump a maille à faire ou forte affaire avec le pouvoir profond. On le voit, les démocrates ont réussi à obtenir 2 petites questions sur lesquelles l'impeachment pourrait être éventuellement voté. Il y a le Pentagone qui a sa propre... même dans le Pentagone, il y a des tiraillements. Hein. Tout le monde n'est pas d'accord autour de la Syrie, etc. Il y a des généraux qui ont même calmé Trump, qui voulait à un moment donné bombarder en Syrie. Bref, le pouvoir d'Assad. Et puis, donc voilà. Donc, même si aux États-Unis, on n'est pas d'accord sur la politique à suivre internationale ou la politique guerrière, dans l'OTAN, qui est un système encore plus complexe avec des pays encore plus différents, on comprend que ce soit difficile. Mais le revirement ou le déplacement des intérêts stratégiques américains vers la Chine est de toute façon, on peut même dire que ça a commencé au début des années 70 avec le partenariat économique quand Nixon a été en visite à Pékin. Mais ensuite, les Américains ont cru que les Chinois seraient de bons ouvriers pour leurs usines délocalisées, mais les Chinois sont devenus autre chose, sont devenus une puissance montante. Et on attend maintenant le moment où les Chinois déclareront qu'ils seront la première puissance économique mondiale et éventuellement militaire. On n'en est pas là, parce que les États-Unis, c'est encore 50% de la dépense militaire mondiale. Donc ils tiennent encore de ce point de vue-là le haut du pavé. Mais économiquement, ce n'est plus le cas. Et peut-être que l'OTAN traduit aujourd'hui dans ses difficultés ce changement de rapport de force. Alors, pour résumer, on pourrait dire qu'il y a au moins 4 interprétations ou 4 hypothèses possibles quant à la survie et à la suite de l'OTAN. C'est-à-dire qu'il y a une conception française de la survie de l'OTAN, il y a une conception allemande de la survie de l'OTAN, il y a une conception américaine qu'on va dire trumpienne, et il y a une conception américaine qu'on va dire plus État profond, Pentagone, hein, on va l'appeler comme ça, qui est aussi en lien avec le complexe militaro-industriel, qui est très partie prenante dans cette affaire, puisqu'effectivement, à chaque fois, des gros contrats juteux sont signés, et de grands intérêts sont en jeu. Et effectivement, là, quand on s'intéresse à cette volonté d'endiguement, hein, le fait de contenir la Chine, effectivement, on se dit que ça correspond plus à l'acception pentagonienne des choses quant à la suite, quant à la transformation, quant à la métamorphose, quant à la mutation de l'OTAN pour les années à venir. Reste à voir, effectivement, si ça suivra et puis quel sera l'état du rapport de force, parce que la Russie et la Chine ne vont pas forcément se laisser encercler de la sorte. On sait que la Russie, d'ailleurs, ne résiste et ne le fait pas. Et peut-être que les Chinois iront jusqu'à s'allier avec les Russes pour lutter face à cette nouvelle oppression nucléaire à ses portes, si tant est qu'elle se mette en place. En tout cas, lors du 70e sommet, ont été évoquées les adhésions de l'Australie, de l'Inde et du Japon. C'est-à-dire que potentiellement, le Japon pourrait, ce qu'il accueille déjà, mais le Japon pourrait accueillir des bases nucléaires otanesques sur son territoire. Donc c'est quand même bien pour faire pression sur la Chine. Oui, ils l'ont même demandé, parce que la Chine est en train de grignoter une par une les petites îles de cet archipel qui est dans la mer de Chine et qui sont l'objet de toutes les convoitises. Il y a les fameuses photos satellites américaines qui ont été diffusées pour montrer que les Chinois, en quelques années, peuvent transformer un îlot de rien du tout en base militaire. Et c'est pour ça que la Chine se lance aujourd'hui dans la construction de porte-avions nucléaires. Elle en a rafistolé un, mais maintenant ils sont sur les rails. D'ici 20 ans, elle cherche à en avoir autant que les Américains, qui en ont 8, je crois. Oui, tout se déporte vers l'Asie. Et d'ailleurs, la stratégie violemment anti-russe de l'OTAN a même été dénoncée en interne par des stratèges qui ont dit que l'OTAN poussait Poutine dans les bras de Xi Jinping. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'à trop mettre pression sur la Russie, ils augmentaient le niveau de puissance de leur ennemi
c'est-à-dire sino-russe. Et d'ailleurs, des alliances, les Russes et les Chinois n'ont pas attendu d'un point de vue monétaire, d'un point de vue économique, de concocter des alliances, et même militaires, puisque la Chine compte sur les avancées technologiques militaires russes pour rééquiper son armée, qui est quand même une armée, comme on dit, c'est une infanterie, hein, un peu la Chine. Hein. Il n'y a pas encore la super technologie russe. Mais de l'autre côté, les Russes comptent sur la puissance économique chinoise pour, par exemple, travailler sur la Sibérie, sur les terres que les Russes n'arrivent pas à exploiter. Et du coup, ça, c'est le résultat de la pression de ce fameux cercle de fer, rideau de fer inversé de l'OTAN sur la Russie en Europe. Pardon, Trump l'a bien compris, c'est pour ça qu'il a tendu la main plusieurs fois à Poutine en déclenchant les aboiements des faucons du Pentagone et puis même des démocrates qui ne voulaient pas comprendre que l'Amérique était en train de faire grossir son ennemi, ou en tout cas son adversaire politico-militaro-économique. Donc la question fondamentale est peut-être de quelle vision de l'OTAN va l'emporter dans les années à venir. Oui, et puis surtout, est-ce que Poutine va choisir une politique européenne, c'est-à-dire terrestre ou continentale, ou une politique où lui aussi regarde vers l'Asie, vers la Chine. Et tous les yeux sont tournés vers les Chinois qui ne disent rien, ne font rien, n'agressent personne, mais qui continuent avec leur route de la soie à asseoir leur puissance à travers l'Europe, et puis, même si c'est pas la route de la soie, à travers l'Afrique, hein, où peu à peu, ils achètent des pans entiers de terres, de zones de pêche, de zones forestières, et puis, peu à peu, ils remplacent, mais avec un soft power économique, la puissance américaine qui n'est presque devenue que guerrière dans tous les pays du monde. Donc là où les Américains reculent, les Chinois avancent, et les Russes regardent ça avec un œil plutôt amusé. Jusqu'à ce que l'Occident progressiste décrète que des minorités gays, féministes ou multiraciales sont opprimées en Chine et qu'elle mandate ses armées pour intervenir. Alors oui, mais c'est tout à fait possible qu'un jour les Américains, par exemple, ou même l'OTAN, réussissent à développer une contestation étudiante. On l'a vu avec Tiananmen, mais c'était pas eux forcément, même s'il y en a qui ont supposé que la CIA et surtout le MI6 étaient au feu à l'opération. S'ils arrivent à concocter des révolutions oranges qui mettent en péril le pouvoir central fort de Pékin, c'est possible que ça arrive et qu'on ait un jour les LGBT chinois qui manifestent avec des tirs, etc. et que du coup, opprobre mondial, résolution et compagnie. Mais les Chinois savent très bien comment font les Américains, ils font tout pour les en empêcher. C'est pour ça qu'ils tiennent aujourd'hui encore leur pays, en disant toujours aux gens, vous occupez pas trop de politique, occupez-vous du développement économique. C'est quand même notre objectif numéro 1. Mais peut-être qu'un jour ça viendra. Et la Chine n'est pas forcément à l'abri d'une telle déstabilisation douce, comme on le voit en Iran aujourd'hui. Même si il y avait des problèmes économiques et sociaux en Iran, qui en partie ont été provoqués par les sanctions américaines. Hein. Donc tout est lié. Tout est lié. On peut aussi imaginer, d'un autre point de vue, qu'un nouveau monde émerge avec de nouvelles organisations internationales et on peut se poser la question effectivement de la survie de la structure qui est l'OTAN et de la survie de la structure internationale qui est l'Union européenne. Si jamais, pour X raisons, effectivement, ces structures venaient à se dissoudre ou à exploser ou à imploser, peut-être qu'on verrait un autre rapport de force se mettre en place et d'autres relations internationales se mettre en place. Voilà, en tout cas, ce sont les défis des prochaines décennies, certainement. Oui, en tout cas, l'OTAN aujourd'hui n'a plus de raison d'être, théoriquement, puisque ces statuts ne correspondent plus aux menaces d'aujourd'hui, et du coup, ils devraient théoriquement imploser. Alors ceux qui le font évoluer, on l'a vu en interne, hein, avec toutes ces histoires de droits de l'homme, de minorités, etc., cherchent à redéfinir l'objet de l'OTAN pour lui conserver sa puissance, sa force, parce qu'il y en a toujours, hein, même si l'OTAN n'est à la tête, je crois, que de 25 000 hommes, théoriquement, hein, piqués sur les armées européennes ou américaines. Mais ça suffit pas pour peut-être garder une unité de vue et surtout une unité stratégique dans un monde qui a complètement changé. Là, on a vu les quelques dernières années avec le conflit syrien, avec l'émergence de la puissance chinoise, tout est remis en question. Et
Et puis un pays comme la Corée du Nord a tenu tête aux États-Unis, ce qui n'a pas été le cas de l'Irak, de la Libye, etc., qui, eux, avaient refusé, ou à qui on avait refusé la bombe atomique. Voilà, donc ça peut donner des idées à tout le monde. Et peut-être qu'une renucléarisation du monde, qui est considérée par certains comme très dangereuse, c'est-à-dire la prolifération atomique, peut-être que ça peut justement faire littéralement imploser l'OTAN, qui alors n'aurait plus la possibilité d'intervenir, de faire son ingérence, comme elle le fait depuis toujours, dans des pays petits ou moyens. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Autant sous contrôle allemand, autant sous contrôle français, donc européen dans sa version macronienne, ou autant sous contrôle de l'État profond américain, c'est une question, c'est la question à laquelle nous avons tenté de répondre dans ce 13e épisode de Donly Hebdo. Nous espérons, chers auditeurs de RFM, que vous êtes satisfaits de notre travail. Vous pouvez nous soutenir via notre financement participatif. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ça sera bientôt les fêtes, mais on sera quand même là, Monsieur Corias. Oui, c'est un enregistrement le jour de Noël, c'est ça, ou le jour du réveillon ? Un enregistrement religieux, peut-être. D'accord. Et là, je vais devoir vous quitter parce que j'ai un drone Raptor devant ma fenêtre. Je pense qu'il va se passer quelque chose. Ah, mais c'est normal, vous faites un métier dangereux. On n'a pas été trop subversif, on a été factuel. On s'excuse par avance devant l'OTAN, le commandement intégré, le Pentagone et l'État profond américain. De tout ce qu'on a pu dire de peut-être un peu déplacé. Oui, on n'a pas été jusqu'à décrire l'État profond américain, donc je pense qu'on n'a pas pris trop de risques. Ça viendra. Bonne semaine à tous.